retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois d'avril. Et comme vous le constatez, aujourd'hui je ne suis pas devant ma bibliothèque mais plutôt sur mon canapé et du coup vous avez le merveilleux fond gris du plaid qui me sert à recouvrir le canapé et du plafond. Simplement parce que je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière il me semble, je suis en train de ranger mes bibliothèques. Voilà, je suis en train de ranger mes bibliothèques et autant vous dire que ça me prend un temps fou. Là, c'est le bordel absolu dans mon salon, hein, littéralement. Et du coup, bah, je peux pas me mettre devant mes bibliothèques. Vraiment pas, hein. C'est trop le bordel. Sans compter que même si je virais tout ce qu'il y a devant cette bibliothèque-là particulièrement, eh bien la bibliothèque est à moitié vide. Donc avoir en fond une bibliothèque à moitié vide où ça tombe de partout, c'est pas très joli, hein. Voilà, c'est pas très joli. Donc, vous avez mon canapé, hein, pas le choix, puisque c'est l'endroit qui est autant le plus confortable pour filmer et où la luminosité est la meilleure. Même si là, il fait gris, il flotte. Mais voilà, c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé pour filmer et vous aurez ce fond là pendant un certain temps parce que je ne sais pas combien ça va me prendre pour ranger mes bibliothèques parce que certes j'ai la bibliothèque qui me sert de fond pour les vidéos mais j'en ai deux autres dans le salon, j'ai une mangathèque dans ma chambre et une autre bibliothèque également dans ma chambre et je range le tout. Voilà. C'est une catastrophe chez moi en ce moment, ça ressemble plus à un appartement, voilà, ça ne ressemble plus à un appartement, et le fait est que comme je range que le week-end, vu qu'en semaine je n'ai absolument pas le temps de m'y atteler, bah ça prend du temps, voilà, ça prend beaucoup de temps, et je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc vous aurez ce fond là durant plusieurs vidéos. Combien, je ne peux pas du tout vous dire, je fais au mieux, mais bon voilà, je fais comme je peux. Et on va pas trop non plus s'attarder sur la vidéo parce que bah, j'ai aussi la batterie de mon appareil photo qui commence à tirer un peu la gueule, voilà, donc elle a un peu de mal à tenir la distance cette batterie. Il va vraiment falloir que j'envisage soit de racheter un appareil photo, soit de racheter une batterie. Je vous avoue que j'envisage plus une batterie qu'un appareil photo parce que je pense que ça me coûtera moins cher et que je dois déjà changer de télé et je ne peux pas changer la télé en même temps que l'appareil photo, ça me reviendrait beaucoup trop cher. Et donc voilà, il faut que je priorise, hein, littéralement. Donc bah, en attendant, j'essaie de faire au mieux et avec les moyens du bord. Donc, on va essayer de pas trop s'attarder sur le bilan et on y va. Parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue et que la batterie ne veuille pas aller aussi loin que moi, hein. On est parti pour ce bilan du mois d'avril. Et c'est un bilan mitigé. Je dois bien vous avouer que c'est un bilan mitigé. Autant le mois de mars a été un mois absolument excellentissime pour moi, autant le mois d'avril c'est beaucoup plus mitigé. J'ai eu de bonnes lectures, j'ai eu de beaucoup moins bonnes lectures, j'ai eu des surprises à laquelle je ne m'attendais pas, et ce ne sont pas vraiment de bonnes surprises, mais plutôt des surprises déception, des surprises mitigées, mais j'ai eu quand même de bonnes lectures. Voilà, j'ai eu de bonnes lectures, j'ai eu de beaucoup moins bonnes lectures. Ça a été un mois au niveau qualitatif assez mitigé, très hétérogène, pas du tout homogène. Mais bon, on peut pas avoir tous les mois de super bons mois. Pour rappel, même si le mois de mars a été excellent, le mois de février avait été absolument catastrophique. On n'est pas là, hein, au mois d'avril. Et au niveau quantitatif, j'ai quand même réussi à lire 5 romans dans un énorme pavé de plus de 700 pages et 3 graphiques. Donc au niveau quantité, je suis plutôt satisfaite. Au niveau qualité, en tout cas me concernant, voilà, mitigé. Je commence par les mangas et le premier que je vous présente, c'est les tomes 1 et 2 des Écailles d'un dieu de Meguru Inohara aux éditions Taifu Comics dans leur collection Boys Love. Donc ce manga, ça fait très longtemps que je veux le lire. J'avais acheté le tome 1 il y a quelques temps et très récemment j'ai acheté du coup le tome 2 et comme j'avais la saga complète, je me suis dit allez, ces 2 tomes, tu te les lis, au moins ce sera fait. Il s'avère que j'en suis ressortie très frustrée de ce manga parce que donc ici on suit un jeune homme qui s'appelle Shiharu qui vit à Tokyo, qui est écrivain et qui malheureusement souffre d'une grosse crise de la page blanche et donc décide de retourner à la campagne où il a grandi pour essayer de se ressourcer, pour essayer de retrouver l'inspiration. Et il va tomber sur un jeune homme un petit peu particulier qui a l'air assez naïf, un peu perdu, un peu
à l'ancienne, qui n'a pas l'air de beaucoup connaître le monde moderne. Et il s'avère que ce jeune homme est son fiancé. Voilà, sa grand-mère l'a fiancé à ce jeune homme qui est plus qu'un simple jeune homme puisque c'est un dragon. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. Franchement, j'ai trouvé l'histoire extrêmement touchante, extrêmement mignonne. Alors, c'est pas un manga révolutionnaire, bourré d'émotions ni rien, mais franchement, j'ai passé un très très bon moment avec ces deux personnages qui apprennent à se découvrir alors que Chiharu lui-même ne savait même pas qu'il était fiancé, qu'en plus il est fiancé à un dragon, c'est compliqué pour lui. Lui, il n'a pas du tout envie de se fiancer, encore moins à un dragon et encore moins à un homme. Voilà, il dit mais non, c'est pas possible, enfin, non, moi je veux pas. Mais voilà, ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à se faire confiance, il va leur arriver certaines choses, et au fil et à mesure du temps, tous les deux vont vraiment nouer un lien, une vraie relation. On apprend que ce jeune dragon, dont j'ai déjà oublié le nom, hein, littéralement, eh bien, il a beau être naïf, il a beau être hyper gentil, hyper serviable, c'est un jeune homme qui a quand même un passif un petit peu douloureux dans le sens où ça fait très longtemps qu'il est vivant, et en même temps c'est quelqu'un de très très solitaire, qui souffre de cette solitude, parce qu'il n'est pas solitaire par envie, il est solitaire par obligation, et voilà, on apprend à découvrir ces deux personnages, et finalement, ils vont vraiment nouer une relation, et j'ai trouvé cette relation extrêmement mignonne. Malheureusement, moi je pensais que c'était terminé en 2 tomes, mais pas du tout. En fait, la mangaka avait prévu de sortir un tome 3, qui n'est jamais sorti. Voilà, donc je suis extrêmement frustrée parce qu'à la fin du second tome, clairement, on nous dit qu'il va y avoir un tome 3. Voilà, on nous présage un tome 3 avec ce qui se passe à la fin du tome 2. Et l'univers mériterait tellement d'être développé parce qu'on nous explique littéralement que ça va être compliqué pour eux à l'avenir. Il va leur arriver des trucs, tout le monde ne va pas être content de cette relation qui s'est mise en place entre les deux, une relation différente de ce qui avait été prévu au départ. Et on l'a pas, voilà, on n'a pas ce tome 3 et je suis frustrée parce que ça mériterait un tome 3, ça mériterait littéralement un tome 3 et du coup frustration. J'ai énormément aimé, mais j'en sors très frustrée. On passe à un tome 2, puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1. D'ailleurs, quand le tome 2 est sorti, je me le suis acheté tout de suite et j'ai pas attendu pour le lire. Il s'agit évidemment de My Happy Marriage, donc toujours de Hakimi Agitogi, de Rito Kozaka et de Tsukio Tsukioka, toujours publié aux éditions Kurokawa. Donc, pour rappel, le tome 1, on est à l'ère Edo, ou je sais pas à quelle ère on est au Japon, hein, je dis de la merde. En gros, on est fin 19e siècle, je dirais début 20e siècle, puisque là, il commence à avoir l'arrivée des voitures, donc de la nouvelle technologie, voilà, de l'électricité, tout ça. Et donc, dans ce Japon-là, du début du 20e siècle, fin 19e, début 20e, eh bien, on suit des familles de clans qui ont des dons particuliers, qui peuvent faire de la magie, donc troisième vue, enfin troisième œil, faire du feu, voilà, ils ont plein de dons dans ces familles très réputées, et c'est des dons qui se transmettent de génération en génération, donc il y a des mariages arrangés, et donc on va suivre notamment Miyo qui est la fille aînée d'une de ces familles, d'un de ces clans, qui elle malheureusement est née sans capacité, et à partir de là, elle va être traitée toute son enfance, toute son adolescence et toute sa vie de très jeune adulte comme une esclave, mais comme une esclave, comme une merde. Elle va être traitée mais comme une moins que rien par sa propre famille, par ses parents, et c'est horrible la façon dont ils la traitent, et elle, à subir ça pendant des années, elle s'est littéralement résignée. Elle estime presque qu'elle ne vaut rien, hein, parce qu'on lui a tellement répété que elle finit par croire, sa famille, qu'elle ne vaut absolument rien. Jusqu'au jour où sa famille décide de la marier à un homme qui s'appelle Kyoka Kudo, qui lui est le chef d'un clan, pareil, très très réputé, avec une puissance magique assez importante, mais qui est également réputé pour être un homme cruel, qui rejette toutes ses fiancées. Or, Miyo se dit qu'elle n'a pas le choix, il faut absolument qu'elle réussisse à rester fiancée et à se marier à cet homme, parce que s'il la dégage, elle n'a plus d'endroit où aller, elle va finir à la rue, et ben c'est pas son objectif, hein, littéralement. Et je m'arrête là pour le résumer, parce que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors, ce manga est bourré de clichés.
Ce manga, c'est du vu et du revu. On s'apitoie littéralement sur le sort de Mio, mais alors pour moi, ça match du feu de Dieu. Ça match du feu de Dieu parce que j'ai adoré les deux personnages, j'adore la relation qui se met littéralement en place entre ces deux personnages, l'évolution de leur relation, l'évolution de Mio, l'évolution de Kyoka Kudo, et c'est tellement mignon à les regarder. Le tome 2, Mio commence à reprendre un petit peu plus confiance en elle, elle croit finalement en cette relation qui est en train de se mettre en place entre eux. Kyoka, lui, littéralement commence à avoir des sentiments pour la jeune femme. Et oui, il y a une relation qui évolue assez vite au final. Ça traîne pas en longueur, c'est pas plus mal. Peut-être que ça avance un petit peu trop vite pour moi, un chouïa trop vite. Mais malgré tout, j'ai encore adoré cette lecture. J'ai adoré le tome 2, sincèrement. Le tome 2 m'a fait autant vibrer que le tome 1. Je trouve cette histoire trop bien foutue, trop mignonne, malgré les clichés. J'adore la relation. Et en plus, à la fin du tome 2, il y a un cliff. Bon, je vois venir ce qui va se passer dans le tome 3, mais j'aimerais tellement avoir le tome 3 malgré tout, dans les mains tout de suite. Et ben non, il va falloir que j'attende le mois de juillet. Ça va être long d'attendre jusqu'au mois de juillet. Du coup, on continue avec les romans et on va parler de celui-ci qui est Un éclat de givre d'Estelle Faye aux éditions ActuSF, dans cette édition juste trop belle. Celui-ci, ça fait des années que je veux le lire. Je l'ai acheté il y a quelques années, voilà, dans cette édition-là, il y a peut-être 2 ans je crois, 1 an ou 2, je ne sais plus exactement, mais ça fait des années que j'ai envie de lire ce roman parce que j'en entends parler depuis sa sortie qui était chez les Moutons Électriques, il me semble, la première sortie, avec une couve hardback trop belle. J'ai pas craqué, j'aurais dû parce que j'avais tellement kiffé le hardback à l'époque. Et là, ça y est, je me suis enfin lancée dans ce roman. Et c'est un roman un peu particulier. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'ai un avis un petit peu mitigé. Parce que peut-être que cet univers n'est pas trop fait pour moi. Mais on ne peut rien retirer à la plume de l'autrice. On ne peut rien retirer à cet univers. On ne peut rien retirer à l'ensemble de ce roman. Parce que c'est un petit peu un ovni, je trouve, dans l'univers de la littérature de l'imaginaire. Et il faut quand même le lire pour se faire un avis. Parce que voilà, c'est assez perché pour moi sur certains côtés. Donc ici, on est dans un univers post-apocalyptique. Les hommes ont fait tellement de merde que le réchauffement climatique a fini par prendre le dessus parce que le réchauffement climatique a eu lieu et au lieu d'essayer d'arranger les choses, les hommes ont continué de faire de la merde jusqu'au jour où ce qui devait arriver arriva et il n'y a plus que Paris et peut-être d'autres îlots à travers le monde, mais on ne sait pas, qui ont survécu à ce réchauffement climatique et donc à la désertification de la planète. Un Paris complètement différent de ce qu'on a connu, qui est divisé en quartiers, qui est divisé de façon différente à la périphérie de Paris, à la périphérie du Sacré-Cœur. Voilà, il y a les quartiers qui ont été revendiqués par des communautés. Par exemple, Notre-Dame a été revendiquée par les gitans, les gens du voyage. Le Sacré-Cœur a été revendiqué par des enfants psy. Voilà, il y a vraiment tout un tas de personnages, tout un tas de peuples, tout un tas de communautés qui sont complètement dingues, mais complètement folles. Je vous raconte pas tout parce que ça va loin quand même. Et donc dans cette Paris très particulier, très étrange, on suit Chet. Chet est un jeune homme qui chante dans les cabarets la nuit. Donc il se grime en une chanteuse qui a été apparemment connue, si j'ai bien suivi, et il chante dans les cabarets. Et dans la journée, il a d'autres missions, puisqu'il est un peu un intermédiaire, voilà, entre des clients. Et là, on va lui demander de retrouver une personne qui aurait disparu, et c'est pour un peu sauver une communauté, sauf que ça va l'emmener beaucoup plus loin que ce à quoi il s'attendait, et il va très rapidement comprendre qu'il faut qu'il sauve Paris. Je m'arrête là pour le résumé. De toute façon, c'est un peu ce qui est dit dans le résumé, dans la 4e de couverture, donc je vous spoil rien du tout. Et comment vous dire ? La plume est parfaite, la plume est absolument parfaite. On a un univers mais hyper imaginatif, on a une ambiance très particulière, c'est vraiment un roman d'ambiance, hein. Il y a un roman d'ambiance là-dedans, on est immergé très rapidement dans ce Paris très étrange, avec ses particularités
très étrange également. Et on suit très rapidement Jet, on suit ses aventures, on suit ses pérégrinations. Lui, Paris, il le connaît par cœur, voilà, Paris, c'est son domaine. Il connaît un tas de monde, voilà, Chet, il faut le suivre, il faut le comprendre. Sauf que pour moi, malheureusement, ça a été très très long à démarrer. Voilà, j'ai trouvé que c'était très très long parce que l'autrice prend le temps de développer son pari, prend le temps de développer son personnage, mais pour moi c'est trop long. Ça a été trop long à démarrer, c'est trop contemplatif sur le départ. J'ai l'impression que l'autrice sait qu'elle a une belle plume et qu'elle en joue et en surjoue dans ce roman. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Malgré tout, ça n'enlève rien au texte. On a quand même un pari, mais... le pari est hallucinant, le pari de cet univers est hallucinant. Chet est un personnage avec multiples facettes, c'est un personnage qui a de multiples facettes. Il y a des moments où il m'agaçait, il y a des moments où il me touchait, il y a des moments où je le trouvais génial, il y a des moments où pas du tout. Voilà, Chet c'est un personnage aux multiples facettes, c'est un personnage mais d'une profondeur, vraiment je trouve que c'est un personnage très profond, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement bien travaillé, qui a beaucoup d'épaisseur. J'ai trouvé que l'univers était hyper dingue. Les personnages secondaires qui se greffent à Chet sont également hyper intéressants, hyper bien faits, hyper bien travaillés, même si ce ne sont que des personnages secondaires. Ils sont vus au travers des yeux de Chet, et au travers des yeux de Chet, on apprend à connaître ces personnages et on apprend à s'attacher à eux. Maintenant, je pense que c'est pas un roman qui pourrait plaire à tout le monde parce que c'est un univers quand même qui est assez particulier, c'est un style qui est assez particulier, c'est des personnages qui sont assez particuliers, on a une intrigue qui est assez longue à se dévoiler, qui met du temps à se mettre en place, il y a un côté contemplatif, c'est un roman d'ambiance également, donc ça peut pas plaire à tout le monde parce que c'est un roman vraiment qui est, pour moi c'est un ovni ce roman. Et il faut quand même le lire pour se faire un avis assez précis. Mais ouais, j'ai aimé et en même temps beaucoup de choses m'ont agacé. Donc j'ai un avis un petit peu mitigé dessus. Mais je regrette absolument pas de l'avoir lu parce que d'une, il me faisait envie depuis trop longtemps. Et deux, rien que pour l'univers complètement dingue de ce roman, il faut le découvrir. Je continue par la déception du mois d'avril. Il s'agit du tome 2 de Darkwood, donc ici les épées de Heaven, donc de Simon R. Green aux éditions Brajlon, donc une saga qui est assez ancienne puisqu'elle date des années 90-2000. J'avais lu le tome 1 il y a un an ou deux, qui était donc La Nuit de la Lune Bleue. Donc dans La Nuit de la Lune Bleue, on suit Julia et Rupert qui entre-temps ont changé de nom. Et c'est des années plus tôt que ça se passe, la nuit de la lune bleue, donc ils sont encore très jeunes, ils vivent une aventure, donc ici on les découvre des années plus tard, dans un autre endroit, donc dans une ville du sud, donc loin de leur pays d'origine, et ils sont devenus capitaines de la garde, dans une ville où c'est magouille et compagnie, complot, gang, mafia, avec des luttes de classe extrêmement importantes. On fait tout pour que les pauvres restent pauvres, on fait tout pour que les gens riches restent riches et voire s'enrichissent. Et donc on suit Rupert et Julia qui dans cet univers sont littéralement les seuls à être complètement incorruptibles. Et autant vous dire qu'ils ont une sacrée réputation dans cette ville et donc on les suit dans ces aventures pour le tome 2. Et c'est là que le bas blesse pour moi parce que autant j'ai retrouvé la plume de l'auteur, autant l'univers est quand même bien décrit, bien fait, autant je n'ai pas du tout retrouvé ce que j'avais vu dans le tome 1 et ce que j'avais lu dans le tome 1. Ici, on a 3 aventures différentes qui se succèdent, on n'a pas de réelle intrigue dans ce tome 2, et moi je m'attendais déjà à une intrigue, sans compter que j'ai trouvé que c'était longuet. Dans ces intrigues-là, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, on est dans la première histoire, je vous raconte juste la première histoire, on est dans une espèce de Cluedo, un peu fantasy, un peu de KPDP, on est dans une espèce de Cluedo, hein, littéralement, avec un petit peu de magie, créatures fantastiques, tout ça. Et ben dans ce Cluedo, il se passe rien, en plus Rupert et Julia sont littéralement dépassés par ce qui leur arrive, ils n'arrivent pas à trouver la solution, ils n'arrivent pas à trouver ce qui se passe, ils n'arrivent pas à résoudre le problème, et c'est vraiment à la fin que tout est résolu, et pendant tout ce laps de temps il se passe pas grand chose, et dans la deuxième histoire c'est pareil, et dans la troisième histoire c'est aussi pareil selon moi.
Voilà, je me suis pas mal ennuyée. Je me suis pas mal ennuyée dans ces 3 histoires. 3 histoires qui se succèdent, voilà. Et dans le premier tome, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'on avait quand même une histoire qui était assez péchue. On avait pas mal de choses qui se passaient, on n'avait pas le temps de s'ennuyer, même si le départ était un petit peu long à démarrer pour décrire l'univers, poser les personnages et poser l'intrigue. Mais on avait quand même quelque chose de plus péchu, avec un humour qui donnait quand même le sourire aux lèvres, quelque chose de beaucoup plus fun que je retrouve pas ici. Dans le premier tome, on avait un vieux dragon assez sage, on avait quand même une licorne caractérielle, on avait une princesse qui foutait des coups de poing avant de poser les questions. Là, on n'a pas tout ça, et je trouve que c'est extrêmement dommage, parce que j'ai pas l'impression de suivre les mêmes personnages que dans le tome 1. Alors certes, on peut commencer le tome 2 sans avoir lu le tome 1, on peut lire le tome 1 sans lire la suite, mais moi j'aurais quand même aimé retrouver dans ce tome 2 ce que j'avais beaucoup aimé dans ce tome 1, et ça n'a pas été du tout le cas, et je trouve ça mais extrêmement dommage. On continue par une déception avec La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft aux éditions Big Bang. Donc ici, c'est une lecture commune qui a été faite avec Marion, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos en dessous. Et c'est une lecture qui est assez mitigée, je dois bien vous avouer. Il y a certaines choses que j'ai bien aimées, d'autres pas du tout. Et des choses qui m'ont manqué, et voilà, lecture mitigée pour moi et également pour Marion, puisqu'on en a pensé un petit peu la même chose sur certaines choses, et ça fait répétition dans mes mots, c'est pas grave. Bref, donc ici on est dans un univers où il y a des démiurges qui existent. Les démiurges sont des créatures un petit peu fantastiques, un petit peu particulières, qui selon la religion et selon les croyances n'a pas la même signification, n'a pas la même particularité, mais quoi qu'il arrive, quand un démiurge apparaît près d'une ville ou près d'une commune, eh bien les catastrophes s'enchaînent parce qu'il ne fait pas du bien, et plus il reste longtemps, plus les catastrophes vont empirer jusqu'à ce que le démiurge tue des gens. Bref, quand le démiurge approche d'une commune, une chasse est organisée pour essayer de le tuer, hein, voilà, littéralement. Et donc dans cette commune, on va suivre Margaret, qui est la fille d'une alchimiste, qui a tendance à partir loin, la laisser toute seule dans cette grande maison vide pendant des semaines, voire des mois. Et elle se dit que si elle participe à la chasse, sa mère va revenir, et sa mère, elle l'aimera, et sa mère restera avec elle. Sauf qu'elle doit absolument participer avec un alchimiste, parce que la chasse est ainsi, il faut un chasseur et un alchimiste. Et elle va donc s'acoquiner avec Wes, qui était venu particulièrement pour parler à sa mère, et il espérait également devenir l'apprenti de cette femme, qui est très reconnue d'ailleurs, c'est sa dernière chance. Donc tous les deux vont trouver un accord pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent, et ils vont participer à la chasse. Je m'arrête là pour le résumé. Vraiment, je m'arrête là, vous n'avez pas besoin, c'est ce qui est dit là. Alors, déjà ici, on est plus dans la romance que dans de l'aventure. Je pense que ça a été mal marketé, hein. Littéralement, ça a été mal... la publicité qui en a été faite a été pas la bonne publicité selon moi. Ici, on est dans une romance slow burn. Voilà, on est dans une romance slow burn. Et on va surtout s'attarder sur donc Wes et Margaret et sur les préparatifs de la chasse, parce que la chasse se passe sur la centaine des dernières pages. Donc ça, voilà, il y a vraiment juste au bout en fait qu'il y a la chasse, et tout ce qui précède, c'est vraiment la relation entre Wes et Margaret qui va se développer, et l'univers autour qui n'est pas forcément très accueillant envers ces deux personnages. Alors j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'évolution également de la relation des personnages, même si au bout d'un moment j'ai trouvé que c'était quand même long. Ça prenait trop son temps, on avait 2 pas en avant, 4 pas en arrière très souvent. J'ai trouvé malheureusement que Margaret était bornée et têtue sur le long, elle a beaucoup de mal à faire confiance. Et je peux le concevoir, parce que vu ce qui s'est passé dans sa vie, vu ce qui se passe avec sa mère, je peux concevoir que ce soit compliqué pour elle. Mais Wes, lui qui est un personnage bourré de défauts, c'est pas un personnage quand même qui voilà, il est bourré de défauts, qui fait pas forcément les choses bien, donc on sait pourquoi il le fait, on sait pourquoi c'est compliqué également pour lui, mais il essaie
de s'améliorer aux côtés de Margaret, parce que Margaret le pousse à se remettre en question, donc il essaie de se remettre en question, même s'il retombe souvent dans ses travers, il essaie de s'améliorer, il essaie d'aller de l'avant, il essaie vraiment d'être la meilleure personne, d'être le meilleur de lui-même. Mais Margaret, en retour, j'ai l'impression qu'elle lui donne pas cet échange. Il n'y a pas cet échange en fait auquel je m'attendais. Je la trouve butée. Elle se remet peu en question. Elle est têtue, elle est bornée. J'ai l'impression qu'elle rejette trop la faute sur Wes, alors qu'elle-même devrait parfois se remettre en question. Elle-même devrait essayer de s'améliorer, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de s'améliorer juste à la fin. Vraiment, juste à la fin, il y a une espèce de déclic qui se fait et elle se dit mais putain, ouais, il a raison, et du coup elle essaie de se remettre en question. Et ça a été trop long pour moi, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Sans compter que on nous parle du démiurge comme une créature, vraiment, elle est unique cette créature, soit c'est un démon, soit c'est un envoyé des dieux, voilà, on ne sait pas trop, mais ça manque d'approfondissement selon cette créature, et puis il se passe un truc à la fin où je me suis dit, mais putain, on aurait pu en apprendre plus sur cette créature, sur tout ce qui la concerne, sur les croyances qui concernent cette créature. J'aurais aimé tellement en apprendre plus sur vraiment ce qu'est un démiurge, parce que je pense qu'on aurait pu développer tout un univers et toute une croyance, toute une mythologie vraiment développée au travers de cette créature, et ça n'a pas été fait. J'ai trouvé ça dommage. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. C'est ce qui m'a le plus manqué dans ce roman. Vraiment, c'est un développement plus approfondi du démiurge, littéralement. Malgré tout, ça reste quand même une bonne lecture, la plume est agréable, ça se laisse lire, c'est pas mal. Et petite info supplémentaire, j'ai vu sur TikTok qu'une jeune femme avait dit que ça lui faisait penser littéralement à Roy, et le personnage féminin, j'ai oublié le nom, de la saga Full Metal Alchemist. Et quand elle l'a dit, je me suis dit, mais ouais, en fait, elle a raison. Elle a raison, finalement, oui, ça me fait vraiment penser à ces deux personnages-là, même si je m'en suis rendu compte après l'avoir terminé, et longtemps après l'avoir terminé. Et apparemment, l'autrice, oui, en a fait part, comme quoi, effectivement, elle s'était inspirée de la relation de ces deux personnages du manga de Full Metal Alchemist. Alors, Full Metal Alchemist, ça fait très longtemps que j'ai lu ce manga et que j'ai vu l'animé, et même Brotherhood, hein, littéralement. Ça fait très longtemps et je ne l'ai pas re-regardé depuis, donc j'en ai un peu perdu, mais apparemment, elle s'en est servie. Bref, c'était la petite anecdote. Moi, j'ai bien aimé, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu chagrinée dans ce roman. C'était sympa, mais c'était pas la lecture du siècle. C'est parti pour celui-ci, qui est donc le tome 1 des Carnets de l'apothicaire. Donc le roman est de Natsu Yuga et les illustrations est de Toko Shino. J'avais lu le premier tome du manga que j'avais bien aimé. Pour l'instant, c'est un manga en pause parce que c'est un manga qui est encore en cours et je ne sais pas du tout combien de tomes il va y avoir. Et pour tout vous avouer, j'ai pas envie de m'attarder sur un manga qui va faire 100 tomes. Je préfère attendre qu'il prenne encore de l'avance pour m'attarder dessus. Donc ici, on reprend finalement le manga et donc on est en Chine où les empereurs existaient encore. On suit Mao Mao qui a 17 ans, qui est apothicaire et qui un jour va se faire enlever et être vendu au palais impérial. Et à partir de là, il va se passer plein de choses. Je m'arrête là pour le résumer. Vous n'avez absolument pas besoin de connaître plus pour plonger dans ce roman. Alors, franchement, j'ai beaucoup aimé le roman. Même si j'ai eu du mal. Même si j'ai eu du mal à rentrer, puisque la première partie, c'est une reprise du tome 1. Or, j'avais déjà lu le tome 1 du manga, donc j'avais l'impression de faire une relecture. Sincèrement, j'avais l'impression de faire une relecture. J'ai trouvé que c'était un petit peu longué, du coup, un petit peu longué à démarrer. Mais une fois que j'étais bien dedans, je l'ai bouffé, je l'ai adoré. J'ai adoré suivre les aventures de Mao Mao. J'ai adoré suivre tous les personnages qui entourent Mao Mao. Et le petit plus du roman, c'est qu'on ne suit pas que Mao Mao. On a la vie, les pensées d'autres personnages que j'ai trouvé plutôt cool, dont un personnage principal dont je vous tairai le nom. Vous le découvrirez dans le roman et dans le manga. Et c'était plutôt sympa d'avoir un développement différent des personnages donc dans ce roman, puisqu'effectivement le manga ce sont des bulles, on a les pensées, mais là c'est un petit peu plus approfondi finalement. On a le temps d'approfondir un petit peu plus les personnages, on a le temps de développer un petit peu plus les personnages et c'était assez cool, vraiment j'ai beaucoup aimé. En plus finalement on a des petites découvertes, des petites révélations, des petites choses qui se passent et que j'ai beaucoup aimé.
sans que ce soit la grande aventure de Fifou, franchement, ça se laisse lire et c'était vraiment génial. S'il y a un tome 2 qui sort, je lirai le tome 2 également parce que ouais, c'est plutôt sympa. Et dès que le manga aura avancé un petit peu plus, je pense que je reprendrai quand même le manga. Pas tout de suite parce que c'est pas ma priorité, mais de toute façon c'est encore un manga en cours, donc voilà. Sachez que vous n'êtes pas obligé de lire le manga pour lire le roman et il n'y a pas besoin. Sincèrement, il n'y a pas besoin. En plus, c'est illustré, ça se lit tout seul, ça se lit bien. C'est hyper amusant de suivre les aventures de Mao Mao et de tous les personnages qui les entourent. Il lui arrive plein de choses à Mao Mao et franchement, c'était très très cool. C'était très très sympa et j'ai adoré cette lecture. Et je termine par le tome 2 de Campus Driver, donc Book Boyfriend de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Alors, pour moi, c'était une saga terminée en 3 tomes, sauf que ce mois-ci et le mois prochain sortent les tomes 4 et 5. Je ne savais pas que ça allait reprendre. Je crois que le tome 4, c'est un tome transition, et le tome 5, on suit de nouveaux personnages. Clairement, je vais me procurer les tomes 4 et 5, peut-être pas tout de suite, parce que j'aimerais déjà lire le tome 3 avant, mais obligé, je me procure la suite, parce que autant j'ai adoré le tome 1, autant j'ai aussi adoré le tome 2 et littéralement j'ai pris mon pied, hein, vraiment j'ai pris mon pied. Donc ici on suit un nouveau Campus Driver qui est donc Donovan. Donovan est un coureur de jupons, il couche à gauche, à droite, il ne se souvient même plus des filles avec qui il couche, les prénoms, voilà, ça lui passe au-dessus de la tête, sauf qu'il va découvrir un secret de famille qui va littéralement le bouleverser, et qui va le forcer à vouloir changer, à devenir meilleur, à être moins un enfoiré. Et il va donc demander à une amie de Loïs qu'on découvrait donc dans le premier tome, qui s'appelle Carrie, qui est fan de romance, de faire de lui un meilleur petit ami, le petit ami parfait. Autant vous dire que Carrie, ça l'enchante pas des masses parce que Donovan, c'est vraiment pas la personne qu'elle aime. Voilà, elle aime pas particulièrement Donovan. Je m'arrête là pour résumer, pas besoin d'en savoir plus. Encore une fois, une pépite. Ce roman est une pépite. Les punchlines, mais mon Dieu, les punchlines sont de toute beauté. C'est la relation des personnages qui va se développer, j'ai encore adoré. Leur romance, j'adore, c'est bourré de fun, c'est bourré d'humour. La romance est hyper agréable. Je trouve que ça démarre pas trop rapidement. Voilà, j'ai adoré. Voilà, Carrie, elle sait ce qu'elle veut dès le départ. Elle ne veut pas Donovan. Donovan, lui, essaie juste d'être meilleur. C'est compliqué pour lui. Voilà, il faut y avoir... Franchement, lisez Campus Driver parce que c'est drôle, c'est fun, la romance est hyper touchante sans être mélodramatique. J'ai adoré les personnages, j'adore les punchlines, c'est pas prise de tête, on n'entre pas dans les grandes émotions comme Brittany et Cherry ou comme Colleen Hoover. On n'est pas du tout dans ce type de romance, mais on passe un tel bon moment. Franchement, moi j'adore, je passe toujours un trop bon moment avec ces romances-là et c'était trop bien, la plume est hyper bien foutue, j'adore, franchement j'adore les punchlines, mon Dieu, mais les punchlines, la romance, les personnages, tout me plaît dans ce roman, j'ai adoré, franchement foncez, ça vous vaut trop la peine. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan lecture que j'ai fait un petit peu traîner en longueur. Je vais m'arrêter là parce que la batterie commence littéralement à rendre l'âme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou pas, notamment pour Un éclat de givre et le dernier de C.S. Quill, parce que moi, franchement, ces deux-là, c'est vraiment les deux du mois d'avril qui m'ont beaucoup plu ou alors qui m'ont laissé un avis un petit peu particulier. N'hésitez pas à me dire... Allez-y si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus, avec les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également si l'envie vous en vient. N'hésitez pas à partager la vidéo, pourquoi pas la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, même si sur les autres réseaux sociaux, je suis pas toujours hyper active, donc notamment sur Instagram et TikTok. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme je vous le répète tout le temps, prenez bien soin de vous. Bye bye.